La servante écarlate, chapitre 10. Parfois, je chante pour moi toute seule dans ma tête, un truc lugubre, mélancolique, presbytérien. Grâce merveilleuse, ô mot si doux, qui pourrait me sauver, misérable, qui un jour me perdit mais fut retrouvé, qui était captive mais fut libérée. Je ne sais pas si les paroles sont justes, je n'arrive pas à m'en souvenir. Pareilles chansons ne sont plus chantées en public, surtout celles qui emploient les mots comme libérés. Elles sont jugées trop dangereuses. Elles appartiennent aux sectes hors la loi. Je me sens si seule, chérie, je me sens si seule, chérie, je me sens si seule que j'en mourrais. Celle-là aussi est proscrite. Je la connais d'une vieille cassette qu'avait ma mère. Elle avait aussi une machine grinçante et capricieuse qui pouvait quand même jouer ce genre de choses. Elle passait cette bande quand ses amis venaient la voir et qu'elles avaient pris quelques verres. Je ne chante pas comme cela souvent. Je ne chante pas comme cela souvent. Cela me fait mal à la gorge. Il n'y a guère de musique dans cette maison, à part ce que nous entendons à la télé. Quelquefois Rida fredonne, tout en pétrissant ou en épluchant. Un fredon sans parole, sans mélodie, impénétrable. Et parfois, du salon, s'échappe le son grêle de la voix de Serena, venant d'un disque enregistré il y a longtemps, et joué maintenant en sourdine, pour qu'elle ne se fasse pas prendre à l'écouter, pendant qu'elle est là à tricoter, à se souvenir de sa propre gloire d'antan, aujourd'hui amputée. Alléluia. Il fait chaud pour la saison. Des maisons comme celle-ci deviennent brûlantes quand il y a du soleil. L'isolation est insuffisante. Autour de moi, l'air est stagnant, malgré la petite brise, le souffle qui entre à travers les rideaux. Je voudrais pouvoir ouvrir la fenêtre aussi grande que possible. Bientôt, nous serons autorisés à reprendre nos robes d'été. Les robes d'été sont déballées, suspendues dans le placard. Il y en a deux, en pur coton, préférables à la matière synthétique, celle des robes bon marché. Et pourtant, quand il fait lourd, en juillet et en août, on transpire dedans. Pas de coup de soleil à craindre, disait tante Lydia. Ces femmes qui se donnaient en spectacle, à suer comme de la viande rôtie à la broche, et le dos et les épaules nues, dans la rue, en public, et les jambes, même pas de bras. Pas étonnant que ces choses-là arrivaient. Choses, le mot qu'elle utilisait lorsque ce qu'il remplaçait était trop dégoûtant, sale ou horrible pour passer les lèvres. Une vie réussie pour elle, une vie qui évitait les choses, excluait les choses. Pareille chose n'arrivait pas aux femmes comme il faut. Et mauvais pour le teint, très mauvais, ça vous ratatine comme une vieille pomme. Mais nous n'étions plus censés nous préoccuper de notre teint, cela, elle l'avait oublié. Dans le parc, disait tante Lydia, couchée sur des couvertures, hommes et femmes ensemble quelquefois, et là-dessus elle se mettait à pleurer, plantée là devant nous, en plein milieu de nos yeux. En plein sous nos yeux, pardon. Je fais de mon mieux, disait-elle. J'essaye de vous donner toutes vos chances. Elle sciait. La lumière était trop vive pour elle. Sa bouche tremblotait autour de ses dents de devant, des dents qui avançaient un peu et étaient longues et jaunâtres. Et je pensais aux souris mortes que nous trouvions à notre porte quand nous habitions une maison, tous les trois. 4, en comptant le chat, qui était responsable de ses offrandes. Tante Lydia appuyait la main sur sa bouche de rongeur mort. Une minute plus tard, elle la retirait. J'avais envie de pleurer, moi aussi, parce qu'elle me faisait me souvenir. Si seulement il ne commençait pas encore à en manger à moitié, disais-je à Luc. Ne croyez pas que ce soit facile pour moi non plus, disait tante Lydia. Moira, qui entre en coup de vent dans ma chambre, lance sa veste de serge par terre. Tu as des clopes ? Dans mon sac, mais pas d'allumettes. Moira farfouille dans mon sac. Tu devrais jeter une partie de ce foutoir, dit-elle. J'organise une soirée dessous de cocotte. Une quoi ? Inutile d'essayer de travailler. Moira ne le permet pas. Elle est comme un chat qui se coule sur la page qu'on essaye de lire. Tu sais, comme Cocotte Minute, mais avec des sous-vêtements de cocotte. Des trucs de pute, entrejambes en dentelle, jarretière à agrafe, soutien-gorge qui remonte les nénés. Elle trouve mon briquet, allume une cigarette qu'elle a extirpée de mon sac. Tu en veux une ? Me lance le paquet, avec une générosité sans borne vu que ce sont les miennes. 1000 merci, dis-je avec aigreur. Tu es dingue ? Où as-tu pêché une idée pareille ? En faisant mon trou à l'université, j'ai des relations. Un ami de ma mère. Ça fait fureur dans les banlieues. Dès qu'il commence à y avoir des taches de vieillesse, ils s'imaginent qu'il faut battre les concurrents, les sex shops et tout ça. Je ris. Elle me fera toujours rire. Mais ici, qui viendra ? Qui a besoin de ça ? On n'est jamais trop jeune pour apprendre. Allez, ça serait génial. On va rire à en faire dans nos culottes.
Était-ce ainsi que nous vivions alors? Mais nous vivions comme d'habitude, comme tout le monde, la plupart du temps. Tout ce qui se passe est habituel, même ceci est devenu habituel maintenant. Nous vivions comme d'habitude en ignorant. Ignorer n'est pas la même chose que l'ignorance. Il faut se donner la peine pour y arriver. Rien ne change instantanément. Dans une baignoire qui se réchaufferait progressivement, on mourrait bouilli avant de s'en rendre compte. Il y avait des histoires dans les journaux, bien sûr, de cadavres dans les fossés ou des forêts matraqués à mort, ou mutilés et violentés comme ils disaient, mais il s'agissait d'autres femmes, et des hommes qui faisaient ces choses-là étaient d'autres hommes. Aucun ne faisait partie des hommes que nous connaissions. Les articles des journaux étaient pour nous des rêves, de mauvais rêves, rêvés par d'autres. Quelle horreur, disions-nous. Et c'était horrible, mais c'était horrible sans être crédible. C'était trop mélodramatique. Cela avait une dimension qui ne faisait pas partie de nos vies. Nous étions les gens dont on ne parlait pas dans les journaux. Nous vivions dans des espaces blancs et vides, en marge du texte imprimé. Cela nous donnait davantage de liberté. Nous vivions dans les brèches entre les histoires. Au-dessus de l'allée du garage vient le bruit de la voiture qui démarre. Le quartier est calme. Il n'y a pas beaucoup de circulation. On entend ces choses-là très clairement. Moteur de voiture, tondeuse à gazon, une haie qu'on taille, une porte qu'on claque. On pourrait entendre nettement un cri ou un coup de feu si pareil bruit se produisait par ici. Parfois, il y a dans le lointain une sirène. Je vais à la fenêtre et je m'assieds sur le rebord qui est trop étroit pour être confortable. Il y a dessus un petit coussin dur avec une housse au petit point. Foi en lettres carrées, entourée d'une couronne de lys. Foi est un bleu passé. Les feuilles de lys d'un vert défraîchi. C'est un coussin qui a servi ailleurs, usé mais pas assez pour être jeté. Je ne sais pourquoi il a été oublié. Je peux passer des minutes entières, des dizaines de minutes, à laisser errer mes yeux sur les lettres. F-O-I. C'est la seule chose qu'ils m'ont donné à lire. Si j'étais prise sur le fait, est-ce que cela compterait? Ce n'est pas moi qui ai mis ce coussin ici. Le moteur tourne et je me penche en avant en tirant le rideau blanc devant mon visage comme un voile. Il est semi-transparent. Je peux voir au travers. Si je colle le front contre la vitre et regarde en bas, je peux voir la moitié arrière de la tourbillon. Il n'y a personne, mais tandis que je guette, je vois Nick faire le tour de la voiture jusqu'à la porte arrière, l'ouvrir et rester planté là, tout raide. Sa casquette est d'aplomb à présent, ses manches déroulées et boutonnées. Je ne peux pas voir son visage parce que je le regarde en haut. Parce que je regarde de haut en bas. Maintenant voilà le commandant qui sort. Je l'aperçois juste à l'instant, en raccourci, se dirigeant vers la voiture. Il ne porte pas de chapeau, donc ce n'est pas une manifestation officielle qu'il se rend. Il a des cheveux gris. Argent, pourrait-on dire, si on était gentil. Je n'ai pas envie d'être gentil. Le précédent était chauve, alors je suppose que celui-ci est un mieux. Si je pouvais cracher par la fenêtre ou jeter quelque chose, le coussin par exemple, je pourrais peut-être l'atteindre. Moira et moi, avec des sacs en papier remplis d'eau, ça s'appelait des bombes à eau. Penchée par ma fenêtre de dortoir, à les laisser tomber sur la tête des garçons en dessous. C'était une idée de Moira. Qu'avait-il essayé de faire? Grimper à une échelle pour voir quelque chose? Pour voir nos sous-vêtements? Le dortoir avait été mixte. Il y avait encore des urinoirs dans l'une des salles de bain de notre étage. Mais quand je suis arrivée, ils avaient déjà remis les hommes et les femmes à leurs places respectives. Le commandant se baisse, monte en voiture, disparaît, et Nick ferme la porte. Un instant plus tard, la voiture fait marche arrière, descend l'allée jusqu'à la rue, et s'évanouit derrière la haie. Je devrais ressentir de la haine envers cet homme. Je sais que c'est ce que je devrais ressentir, mais ce n'est pas le cas. Ce que je ressens est plus compliqué que ça. Je ne sais pas